Bonjour à tous et bienvenue dans la Grande Galerie francophone sur TV5 Monde, votre rendez-vous dédié à l'art, à tous les arts, avec aujourd'hui une émission spéciale consacrée aux meilleurs de la Grande Galerie de ces dernières semaines, des invités exceptionnels qui nous parlent de leur passion pour l'art. Vous allez assister à des rencontres surprenantes, à des performances uniques. À mes côtés, et comme d'habitude, toute la bande et au piano, Charlie Voudou, la Grande Galerie francophone. C'est parti. On va démarrer avec la première question qui est un rituel. Qu'est-ce que l'art apporte dans votre vie, Jean-Charles de Castelbajac ? L'art, c'est ma vie. Donc l'art, c'est ma vie, c'est aussi cette relation à l'invisible. J'ai le sentiment qu'au travers de l'art, j'ouvre des portes que d'autres ne voient pas. C'est des chemins sensoriels, des chemins vers quelque chose d'une autre dimension. L'art apporte, j'allais dire tout. Ça a changé ma vie profondément. Moi, j'ai été gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai passé des mois à l'hôpital et c'est vrai que en sortant de l'hôpital, la première chose que j'ai voulu faire, c'est aller dans les musées, me consoler par la beauté, me cicatriser d'une certaine manière. Et c'est aussi pour ça que l'art est si important dans mes romans, dans mes livres. Oui, j'ai le sentiment que je ne pourrais pas vivre sans le rapport à l'art. Donc je suis très content de faire cette émission pour aussi découvrir des choses grâce à vous. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie ? Ah, moi, plein de choses. Une belle vie déjà, une belle vie, une belle maison, des amis et du succès. Parce que je suis né vraiment pour être artiste. J'aurais pas imaginé un autre métier, un autre mode de vie. Et être artiste, ça veut dire s'enthousiasmer pour des tas de choses, pour la beauté, pour un mode de vie. Non, être artiste, c'est... Je sais pas comment vous pouvez vivre si vous n'êtes pas artiste. Voilà. Autrement dit, c'est pas un supplément d'âme, l'art, pour vous. Moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Pour moi, je pourrais pas vivre dans un monde où il y aurait pas d'art et pas d'artiste. D'art qu'on peut regarder, mais d'art qu'on peut créer également. Parce que vous êtes passé de l'autre côté. Acheter. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime créer. Et déjà, toute petite, je jouais avec des crayons de couleur. Et voilà, j'aime faire des trucs. J'aime les créateurs aussi. Et j'ai toujours été séduite par des artistes, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique. Et je pense que ça, c'est très important aussi. On peut être joyeux. On peut être joyeux et on peut éprouver de la joie devant une œuvre d'art. Complètement. Complètement. Presque un orgasme. Un orgasme. Non, c'est vrai. Oui. Mais oui, parce que c'est... Non, mais décrivez-nous ça, cette sensation, elle est rare. Vous entrez un moment... Quand et où, Amanda Lear ? Quand vous sentez que là, vous y arrivez. Des fois, ça prend très longtemps de dire non, vous me trompez. Et puis, à un certain moment, vous êtes là, ça y est. Là, ça y est, j'ai trouvé le truc qu'il faut, la couleur qu'il faut ou la rime qu'il faut pour cette chanson. Et là, vous êtes en train d'y arriver. Et c'est un bonheur. Donc, c'est très corporel, finalement. Enfin, oui. Souvent, on parle d'art d'un point de vue esthétique. Et vous parlez de sensations physiques. Physique. En plus, c'est un bonheur physique. Je vous assure que tenir un pinceau et peindre, ou sculpter, ou même un stylo et écrire, c'est une chose physique, c'est un acte manuel. Et pareil pour la musique, c'est la guitare, c'est la voix, c'est un truc physique. Si vous deviez citer une œuvre d'art qui vous a marqué, qui vous a accompagné, qui vous a ému récemment ? Alors récemment, j'étais dans le jury de la fondation Sisley. C'était passionnant de voir tous ces jeunes. Oui, c'est un prix très important de voir tous ces jeunes créateurs. Et c'est vrai qu'on a décerné le prix à une jeune artiste, peintre ukrainienne, Victoria Orechenko. Et c'est vrai qu'elle m'a bouleversé d'abord par sa puissance graphique, visuelle, mais aussi par tout ce qu'elle a raconté autour de son œuvre et l'utilisation des objets. L'idée que elle peignait des objets, mais que ces objets-là ont pris une toute autre signification, forcément, avec la guerre et après la guerre. Bien sûr. Donc, c'est extrêmement impressionnant. Moi, j'ai été bouleversé par ces toiles et puis par leur signification. Jean-Charles, chaque semaine, la bande de la Grande Galerie francophone nous révèle sa dernière claque artistique. C'est la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie. Volontiers. Alors moi, ma claque, elle est la preuve. Sachez-le que l'univers nous écoute. Lorsqu'on lui parle correctement, il est à l'écoute. Et c'est un artiste qui s'appelle Sadek Beraba et son spectacle Murmuration, que je suis certaine que vous connaissez parce que c'est un grand phénomène des réseaux sociaux. D'abord repéré par les stars comme Shakira et Jennifer Lopez, mais devenu superstar lui-même après que ses chorégraphies, ces espèces de ballets, Simiri, voilà, vous le connaissez, Jean-Charles. Donc, fasse sensation sur les réseaux sociaux et c'est surtout
surtout sa chorégraphie qu'il a réalisée pour la passation des Jeux olympiques de Tokyo vers Paris, qui a été vue des millions de fois, qui a fait sensation. Et son parcours est d'autant plus exceptionnel parce qu'il a habité dans la rue Sadek. Il était maçon, mais avec toujours ce rêve de devenir lui-même chorégraphe. Alors, quand je vous dis que l'univers écoute, et tellement que moi, j'ai supplié l'univers pour que le spectacle Murmuration revienne parce que je l'avais raté. Sachez-le, ça revient, c'est annoncé pour 2026. Ça y est, c'est confirmé pour 2026. Alléluia! Lauriane, tu applaudis ta claque? Alors ma claque, moi, elle nous emmène à Bruxelles où un artiste céramiste, Jacques Monroe, m'a fait un petit peu perdre la raison parce que si vous voyez ces images, vous vous dites quoi? C'est du carton, du papier, du scotch? Pas du tout. C'est de la céramique. Et non, ce n'est pas du carton, c'est de la céramique. On peut verser de l'eau à l'intérieur. Et en fait, c'est un artiste qui imagine des trompe-l'œil. Je trouve ça absolument dingue. Lui, c'est un ancien directeur artistique qui a tout quitté pour revenir à la création, au geste. Enfin, c'est aussi d'ailleurs l'histoire de sa famille. Il y a beaucoup d'artistes. Et sa signature est complètement folle. Donc on imagine que c'est du carton. Il a passé des années à développer ce style. Et on peut le voir en ce moment à la galerie Project à Bruxelles. Et en fait, ce que j'aime, c'est que vraiment, il donne une âme à des objets du quotidien. Il remet une poésie dans des matières ou des matériaux qui normalement ne méritent pas tellement notre attention et on regarde différemment, presque curieusement. Donc c'est Jacques Monroe, AUD, rien à voir avec Marilyn, à la galerie Project à Bruxelles. Arabelle, ta claque? Ma claque, c'est une expo qui est un peu déroutante et même totalement insolite. C'est parce que les sculptures que vous y voyez sont des cercueils ou des urnes funéraires. C'est l'œuvre de Paadjo, un artiste, sculpteur, ébéniste du Ghana, qui est pourtant une figure extrêmement connue de l'art contemporain africain. Ça fait plus de 50 ans que Paadjo travaille un bois clair qui s'appelle le wawa. Et il fait des œuvres qu'on appelle des abebu adeke. Traduction, ce sont des récipients à proverbes. Ce sont des cercueils qui sont sculptés et qui sont à l'image d'objets ou de traits de caractère du défunt. Donc en fait, ça raconte un peu la vie du mort. Alors un chauffeur va être enterré dans une voiture en bois. Oui, avec un objet totémique. Exactement. Un pêcheur dans un poisson, un commerçant dans un... Lui, je l'adore. Dans une bouteille de Coca-Cola. Alors l'exposition est à la galerie Nothing Serious à Belleville. Et c'est une exposition sur les clichés parisiens, c'est-à-dire le pigeon. Ah mais ça représente assez Ce sont des urnes Paris. Oui, c'est ça, les urnes funéraires. Le pigeon, le PSG. Le croissant, le sac Chanel, des bouteilles de vin, de Bordeaux, de Bourgogne. Assez original, c'est extrêmement joyeux. C'est assez génial, mais il faut dire, Arabelle, qu'on trouve ces collections jusque Alors ça qui est amusant, au British c'est Museum. qu'au départ, ce sont quand même des vrais cercueils, parce que c'est une tradition du peuple Ga au Ghana, une tradition funéraire que d'enterrer les morts dans des cercueils sculptés, ce qui est interdit chez nous parce que c'est homologué chez nous. Mais ce qui est amusant donc, c'est qu'il s'est retrouvé, parce que son travail est extrêmement inventif, dans tous les grands musées du monde. Oui. Et aujourd'hui, il est aussi bien au musée de Boston qu'au British Museum, que dans des collections privées, absolument incroyable. Donc allez vraiment à la galerie Nothing Serious à Belleville, découvrir cette exposition qui dédramatise la mort, qui la rend presque joyeuse. Ben merci pour le conseil. Merci. Margot, ta claque de la semaine? Ma claque cette semaine, Alice, c'est un jeune photographe autrichien qui s'appelle Stefan Drachan. Il est devenu une star des réseaux sociaux en capturant des gens dans People Matching Artworks. Regardez, c'est génial. Les gens sont fondus dans les œuvres qu'ils sont en train de regarder. Leur tenue, leur posture reflètent exactement les œuvres. Et ce qui est génial, c'est que c'est le fruit du hasard le plus total. Tout ça, c'est du hasard? Tout ça, c'est du hasard, mais Paul Éluard a cette phrase que j'adore qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et moi, je pense que ces gens avaient rendez-vous avec leurs œuvres sans le savoir. Voilà. Je trouve ça jouissif. Allez regarder son compte Instagram, c'est une claque. Merci, merci Margot. Et Fabrice? Alors moi, je vais vous parler d'un artiste suisse maniaque. Les Suisses sont souvent maniaques, qui s'appelle Ursus. On salue d'ailleurs tous les Suisses qui nous regardent. Salut les et qu'on aime et qu'on salue chaleureusement, oui. Qui s'appelle Ursus Verlier et qui a décidé de ranger l'art et le monde. Alors il prend un tableau de Magritte très connu avec une dizaine d'hommes avec des chapeaux melons et il les range en fonction de leur taille. Il prend un tableau de Kandinsky et qui est une constellation comme ça très onirique. C'est génial comme idée. Il le range par colonne. Et il va même jusqu'à aller ranger des feuilles mortes dans un bois avec le vent. Il leur court après et puis il les range par ordre très précisément. En fait, ce qui est génial dans ce travail, c'est qu'outre le côté un peu drôle, humoristique, mais c'est qu'en fait, ça parle du monde. C'est-à-dire que la vie et l'art, c'est le chaos. C'est pas le rangement, c'est le contraire. La vie vient par le chaos.
Dans Je suis drôle, David Funkinos, il y a quelque chose qui est assez formidable, c'est que vous arrivez à rire de l'art. Il y a une scène que j'adore à propos du dernier tableau de papa. Désignant une toile avec 2 points rouges, il annonça « Il s'agit d'une conversation entre 2 cerises ». Après un silence, il y eut un rire collectif. L'artiste du dimanche midi ne comprenait pas pourquoi ses aspirations n'étaient pas prises au sérieux. Bon, on l'a tous vécu, ça. Là, on a vu des grands artistes avec vos claques. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours dans la famille quelqu'un qui se met à peindre et qui monte ses toiles et qui provoque une gêne collective. Mais voilà, il faut s'enthousiasmer. Il faut s'enthousiasmer. Et donc, ce jeune Gustave Bonsoir, son père adoptif, effectivement, peint des croûtes fruitières et lui dit « Je te promets qu'un jour, si je réussis dans le cinéma, si je croise Jean Dujardin ou Marion Cotillard, je leur parlerai de tes tableaux. » Ce soir, on va aussi s'intéresser à un autre de vos talents, Amanda. Vous êtes également peintre et je vous cite « J'aimerais être présentée comme peintre-chanteuse plutôt que comme chanteuse-peintre ». Pourquoi dans cet ordre-là? Voilà, il y a un malentendu parce que vous savez, dans le monde du showbiz, la plupart des artistes se droguent, bon, ils vont chez le psychanalyste, ils sont malheureux, etc. Et il y en a beaucoup qui peignent aussi. Il y en a beaucoup qui peignent. Et ils peignent pour évacuer un truc à l'intérieur. Et donc, c'est un peu cette peinture thérapeutique. Oui. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je faisais l'école des Beaux-Arts et ce que je voulais vraiment, c'était être peintre. Il n'était même pas question de monter sur une scène de théâtre ou sur un plateau de cinéma. Je voulais juste être peintre parce que j'adorais la peinture. Je faisais l'école des Beaux-Arts, voilà. Donc, tout ça est venu par la suite et je n'ai jamais cessé de peindre. Et quand on parle de ma peinture, on s'imagine que je suis comme tous ces artistes qui, pour passer le temps, tricotent, font de la cuisine ou peignent, vous voyez. Et c'est pas ça. C'est une chose sérieuse et on va en parler d'ailleurs. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus sérieux. Regardez Charlie par exemple. Charlie qui s'est penché de très près sur votre peinture. Oui, j'ai observé un petit peu vos peintures pour préparer l'émission. Il faut acheter Charlie. D'abord j'observe, après j'achète. J'espère aussi faire un tube pour payer le loyer et acheter vos œuvres. Alors j'ai vu les portraits, j'ai vu les natures mortes, j'ai vu les paysages du Sud. Et ça c'était plus émouvant parce que j'ai grandi dans le Sud, donc tous les beaux paysages de Provence, ça m'a rappelé des souvenirs. Oui. Mais j'avoue quand même les mecs dénudés au bord de la piscine. Oui. C'est aussi pas mal. Non, parce que oui, c'est vrai que je peins beaucoup. Vous avez peint des corps d'hommes. Des hommes à poil, oui. Oui. J'espère. Comme j'ai pas de modèle, j'ai peint de mémoire, voilà. J'ai bonne mémoire. Et ce que je réussis bien, c'est les fesses. Bon, ça, c'est entre nous. Hein, voilà. Et Charlie, elle t'inspire quoi, Amanda? Tout à l'heure, Ali, tu l'as dit, t'as dit Queen. Et c'est pour ça que j'ai mis les paillettes en hommage au disco. Alors tout de suite, je pense à ça. Bravo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il a beaucoup de talent. Margot, chaque semaine, tu te plonges dans les archives de l'art. C'est l'instant archive. Et dans l'instant archive, Margot, donc un bâtiment que vous connaissez très bien, Jean-Charles. Il y a quelques années, vous avez créé des robes tableaux sur la piazza du centre Georges Pompidou. Absolument. Margot? Oui, Jean-Charles, je crois que c'est une performance que vous affectionnez particulièrement devant ce musée donc Pompidou qui avait été imaginé par Georges Pompidou en 69. Georges Pompidou, il voulait doter Paris d'un grand centre culturel et social aussi, avec une bibliothèque qui serait 100% gratuite. Pour ça, il avait donc lancé un appel auprès de 700 architectes, et puis c'est un duo totalement inconnu à l'époque, Renzo Piano et Richard Rogers, qui avaient été sélectionnés. Renzo Piano, la star évidemment qu'on connaît. Ils avaient séduit par un projet très provoquant, le président du jury, Jean Prouvé. Donc voilà, il fallait oser quand même toute cette tuyauterie à l'extérieur pour gagner de la place, mais ça a marché. Beaubourg, donc c'est iconique, et ça vient de fermer ses portes pour 5 ans pour travaux. C'est un petit deuil pour Paris, enfin, faut le dire, mais c'est aussi l'occasion de rappeler qu'à l'époque, les Parisiens avaient vu d'un œil hyper sceptique l'arrivée de ce bâtiment dans la capitale. Je trouve que c'est horrible, que ça ne ressemble à rien. Je crois qu'on a besoin d'autre chose que de musée. C'est une boîte, une prison. On fera des expériences comme sur des lapins ou comme dans les hôpitaux psychiatriques. Moi, je crois que c'est l'erreur monumentale du siècle.
Rien de moins. Oui, rien que ça, il y a même des gens qui pestaient parce qu'en fait c'était un parking avant et les gens du quartier avaient peur de plus avoir de place pour se garer. Très parisien. Voilà, mais donc c'est très drôle quand on sait le succès que Beaubourg a eu par la suite. Une affaire qui marche, c'est celle de Beaubourg. 40 000 visiteurs aujourd'hui. En fin d'après-midi, 3 000 personnes attendaient encore de pouvoir entrer. Le grand navire de verre a réussi son lancement. C'est là ruée vers l'art. On était nombreux et on n'a pas eu le temps de s'arrêter pour voir vraiment. Je voulais voir la bibliothèque, j'ai pas pu attendre pour entrer. Quelles sont vos impressions? Vous étiez venu par curiosité ici? Par curiosité, oui, mais je trouve que le musée est très bien agencé. Il y a beaucoup de diversité, c'est clair. Seulement, je ferai peut-être un petit reproche, il n'y a rien pour s'asseoir. 40 000 visiteurs, donc le premier jour et plus de 100 millions depuis 77, un succès fou, les plus belles rétrospectives du monde, comme quoi ces visionnaires avec des projets un peu futuristes, ils ont raison, je pense, de s'acharner et on compte déjà les jours jusqu'à la réouverture de Beaubourg. Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Charles, de ce moment qui avait fait polémique quand même à l'époque? Tout à fait. Moi, j'avais trouvé un écho à mes couleurs, donc j'étais très heureux. Et je me souviens de l'expo de Dali, je me souviens tout à fait du début. Oui. Reza, tu es un peu le détective, tu es le détective de la Grande Galerie francophone et tu nous racontes les histoires les plus rocambolesques de l'histoire de l'art et notamment des histoires de vol. Où est-ce qu'on part aujourd'hui ? On part en Angleterre avec une histoire qui pourrait tout droit être sortie d'un film de Guy Ritchie, le fameux réalisateur britannique spécialiste des films de gangsters déjantés. Alors on a dans cette histoire un palais anglais, une œuvre en or massif, une bande de voleurs qui débarquent avant l'aube et qui repart quelques minutes plus tard avec le butin, sauf que là il ne s'agit pas d'un diamant volé ou d'un tableau, mais de toilettes. Je vous êtes surpris, j'arrive. En 2016, l'artiste italien Maurizio Cattelan crée une œuvre intitulée America. Il s'agit de toilettes entièrement fonctionnelles en or 18 carats, coulées dans plus de 100 kilos de métal précieux. Alors le geste est typique de l'œuvre de Cattelan quand on le connaît, transformer l'objet le plus banal de la planète en sculpture ostentatoire pour en faire une satire des excès de richesse et du marché de l'art. Au musée Guggenheim de New York, où l'œuvre est d'abord installée, plus de 100 000 visiteurs feront la queue pour l'utiliser, car oui, la sculpture est utilisable. 3 ans plus tard, en septembre 2019, l'œuvre est prêtée au Royaume-Uni pour une exposition au Blenheim Palace, le palace qui a vu naître Winston Churchill. Les visiteurs peuvent réserver un créneau, 3 minutes pour faire son affaire, 3 minutes pour s'asseoir sur les toilettes les plus chères du monde. Tout se passe bien jusque dans la nuit du 14 septembre 2019. Dans la nuit de vendredi à samedi, des toilettes en or massif ont été dérobées dans le château qui a vu naître Winston Churchill. Il s'agit d'une œuvre d'art que l'on doit à l'artiste italien Maurizio Cattelan. Alors c'est là que l'affaire se corse. Cette nuit-là, plusieurs hommes arrivent sur le domaine avec des véhicules volés. Ils s'en servent comme voitures béliers pour défoncer la grille du palais. Ensuite, ils sont équipés de marteaux et de barres à mine. Ils brisent une fenêtre, pénètrent à l'intérieur du bâtiment, direction le cabinet d'aisance, comme on dit. Là, ils arrachent les toilettes de la plomberie et quittent les lieux en moins de 5 minutes. Le problème, c'est que l'œuvre est branchée aux canalisations du bâtiment. En l'arrachant, les voleurs provoquent une inondation dans le bâtiment, qui est quand même un palais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et la valeur de l'œuvre est estimée à plus de 5 millions d'euros. La police de Thames Valley enquête sur le vol d'un objet d'art au palais Blenheim. L'œuvre n'a pas été retrouvée pour le moment, mais une enquête approfondie est en cours. Alors, l'enquête va durer plusieurs années et la police britannique va finir par identifier plusieurs suspects. En 2025 seulement, 2 hommes, James Sheen et Michael Jones, sont condamnés à des peines de prison pour leur rôle dans ce braquage spectaculaire. Mais l'œuvre, elle, n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs pensent qu'elle a été découpée et fondue presque immédiatement pour revendre l'or. Et il y a une ironie dans cette savoureuse histoire, c'est que Maurizio Cattelan est fan de films policiers et de gangsters. De films de braquage. De films de braquage notamment braquage à l'italienne. Quand il a appris le vol, il a simplement déclaré « J'ai toujours aimé les films de braquage et voilà que j'en viens ». Donc on pourrait considérer que pour lui c'est quand même une happy end, une histoire qui finit bien. En revanche, pour son œuvre d'art, elle est disparue. Probablement fondu en lingots et transformé en lingots anonymes, comme si la création de Maurizio Cattelan avait fini par retrouver sa matière originale, l'or. Il y a une autre ironie dans l'histoire, c'est que évidemment ces toilettes font écho à Marcel Duchamp. Oui.
à la fontaine de Marcel Duchamp. Mais il se trouve qu'en 1996, à Amsterdam, Maurizio Cattelan est invité par un grand musée à faire une exposition. Et l'avant-veille du vernissage, le conservateur se dit « Mais j'ai toujours aucune œuvre de Maurizio Cattelan, qu'est-ce qui se passe ?» Et la veille du vernissage, il va cambrioler lui-même une galerie qui s'appelle la galerie des Appels. Alors, personne n'a su si c'était une histoire en accord avec la galerie des Appels, mais il prend toutes les œuvres de la galerie des Appels et les expose dans le musée. Peut-être que c'est peut-être lui-même qui a volé sa propre œuvre dans le château des Churchill. Merci à tous les deux, merci Reza. En tout cas, l'histoire est absolument hallucinante. Où est-ce qu'on peut voir les œuvres de Maurizio Cattelan en ce moment ? À défaut de voir son trône, on peut voir les autres œuvres donc au Centre Pompidou de Metz jusqu'en janvier 2027. Merci Reza. Jean-Charles, on va vous demander une performance sur l'un des murs de notre atelier d'artistes. C'est un visage d'ange. Vous pouvez vous lever et aller prendre un mur blanc comme espace d'expression. C'est un ange que j'ai appris à dessiner en 30 ans. J'ai appris à dessiner. La rue m'a appris la rencontre avec l'ombre et avec la menace aussi, parce que lorsqu'on est de dos, on a le sentiment qu'il faut dessiner très vite. Hein. Et donc voilà, le mur est là. Charlie va vous accompagner. Mais avec joie. Et nous, on va admirer donc Jean-Charles de Castelbajac dans son œuvre, dans son travail de street artiste. C'est un beau cadeau que vous nous faites, Jean-Charles. Bravo. Merci. Merci infiniment. Et merci pour ce message. L'imagination sera au pouvoir. Merci infiniment Jean-Charles de Castelbajac. David Funkinos, vous avez cité un philosophe extrêmement important, Walter Benjamin, qui avait défini la notion d'aura. Alors, c'était pas un mystique, mais pour lui, une œuvre avait quelque chose comme une aura, quelque chose qui la rendait absolument singulière, la distinguait de n'importe quel autre objet du monde. Est-ce que vous avez ce rapport-là à l'art, vous aussi ? Ce que j'aime bien dans ce que vous dites et dans l'idée de l'aura, c'est que c'est indéfinissable. Et il y a quelque chose, parfois c'est vrai, on discute, on réfléchit, on a des gens qui nous expliquent les œuvres, mais ça fait appel à notre sensibilité la plus profonde, la plus intime et la plus indéchiffrable. Et j'adore ne pas comprendre même ce que je ressens parfois face à une œuvre. Et là, je pense que c'est une question d'aura, de quelque chose qui est transmis d'une manière instinctif. En fait, ce qui est incroyablement plaisant, c'est que ça n'est pas qu'instinctif. Oui, parce que vous êtes un érudit, vous travaillez énormément vos sujets. Moi, j'adore l'aller-retour entre l'instinctif, l'inconscient, l'incompréhension de nos émotions, et puis après, y plonger, y chercher une forme de profondeur et de justification à ce qu'on peut ressentir. Moi, j'ai besoin des deux. Vous avez besoin de cet aller-retour entre les deux. Mais dans un premier temps, je dirais clairement que j'ai envie de me plonger dans l'incompréhension de mon intellect. On va afficher le portrait que vous avez fait de Salvador Dali. Vous l'avez rencontré, la légende veut, dans une boîte de nuit parisienne dans les années 60. Chez Castel, oui. Vous avez été ensuite sa muse, alors je ne sais pas si le mot est adapté. Et c'est le portrait que vous avez réalisé de Salvador Dali. Et puis on va vous voir, vous, sur ces tableaux. Et ce qui est assez curieux, Amanda, c'est que, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous n'aimiez pas sa peinture. Ah, du tout.
Pas du tout. Non. Moi, je faisais l'école des Beaux-Arts et j'aimais Picasso. Alors, moi, j'adorais Picasso. Et donc, école Picasso plutôt que Salvador Dali. Voilà, et quand je rencontrais Dali, en plus, j'étais un peu prétentieuse, vous savez, parce que j'étais mannequin et je trouvais ça moche d'être mannequin. Alors, quand il m'a dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? J'avais honte de dire que j'étais mannequin. Alors, j'ai dit, mais moi, je suis peintre, vous savez, parce que je fais l'école des Beaux-Arts. En fait, nous sommes collègues. Ah, évidemment, le mot collègue, il a avec un homme à l'ego aussi démesuré. Voilà, exactement, il n'a pas aimé le mot collègue. Il n'a pas aimé. Du tout. Il m'a dit, écoutez, mademoiselle, vous arrêtez tout de suite, les femmes n'ont aucun talent, il n'y a pas de femme peintre. Oh, wow. Ah oui. Alors ça démarrait mal. Hein. Mais Dali, quand même, la peinture de Dali, c'est fascinant la manière, parce qu'on a tous l'image d'un Dali excentrique, évidemment, mais sur la peinture, il faut rappeler que il était très précis. Il était très fort. Il a appris toutes les techniques des maîtres anciens. Il peignait toute la nuit avec une discipline incroyable, avec parfois des minuscules pinceaux pour faire un poil d'un moustique. Et en même temps, il avait aussi une technique délirante qu'il appelait la technique paranoïaque. Qu'est-ce que c'est ça? La technique paranoïaque, il se mettait en état de semi-hallucination pour avoir ses idées. Mais en parallèle, il avait une rigueur absolue. Il ne buvait pas, il ne fumait pas, il ne faisait rien quand il peignait. Et il pouvait rester 10 heures à faire un détail. C'est cette grâce à sa femme. Parce que quand sa femme Gala l'a rencontré, il peignait n'importe comment, il mettait du sable. Et elle lui a dit, non, il faut que tu peignes comme les grands peintres de la Renaissance, les classiques. Et donc, grâce à elle, il s'y est mis à la peinture à l'huile, il laissait sécher, il revenait. C'est toute une technique, comme faire de la cuisine. Et là, il peignait vraiment des choses très précises. Il avait un pinceau avec un poil, il peut faire des détails. Et après, comme vous dites, il jetait de l'encre par terre, il se roulait dessus. Enfin voilà, ça c'était la méthode paranoïaque critique.